Et si l'Occident, si fier de son progressisme, dépendait en fait secrètement des valeurs qu'il passe son temps à critiquer? C'est une idée assez provocatrice, hein. C'est le paradoxe fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur les travaux du sociologue Emmanuel Todd. Alors voilà l'énigme, posée noir sur blanc. D'un côté, on a les valeurs affichées de l'Occident, l'égalité, le progrès, l'émancipation, tout ça. Et de l'autre, eh bien, la réalité de son industrie, de sa production, qui, elle, est complètement dépendante de sociétés qu'on qualifie souvent de traditionnelles, voire d'archaïques. Alors la grande question, c'est comment on fait tenir ces deux mondes ensemble? Ok, pour essayer de démêler tout ça, il faut commencer par le début. La première pièce du puzzle, c'est l'atelier du monde. En gros, pourquoi est-ce que l'Occident a délocalisé toutes ces usines? Et vous allez voir, la réponse est un peu plus subtile qu'on ne le croit. Le réflexe, c'est de se dire « Bon, on a délocalisé pour payer la main-d'œuvre moins chère. » Logique. Sauf que la théorie qu'on explore va plus loin. Elle suggère qu'on ne cherchait pas n'importe quelle main-d'œuvre bon marché. Non, on cherchait un type bien précis de travailleurs. Des gens déjà, en quelque sorte, préconditionnés par leur culture à la discipline de l'usine. Et ce préconditionnement, il vient d'un concept sociologique bien précis, les structures patrilinéaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est assez simple en fait. C'est une société où tout tourne autour des hommes. L'autorité du père, l'héritage qui passe de père en fils, le pouvoir. Et la conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est une culture où la hiérarchie et la discipline de groupe sont des valeurs fondamentales, presque naturelles. Et là, boum, le lien se fait. On voit que cette structure familiale qui semble être juste un truc culturel devient en réalité un avantage économique énorme. Ça crée des travailleurs qui, par culture, sont déjà habitués à la discipline, à l'autorité. Ça permet aussi d'avoir des managers qui peuvent diriger de manière très efficace parce que le respect du chef, c'est déjà une chose acquise. Et attention, hein, on n'est pas dans l'abstrait. Pas du tout. C'est la réalité de nos objets de tous les jours. Le smartphone qu'on a dans la poche, fabriqué en Chine. Le t-shirt qu'on porte vient sûrement du Bangladesh. Et derrière tout ça, il y a souvent ces fameux styles de management très autoritaires, qui font tourner les usines en Inde par exemple. Bon, ça, c'était la face économique, le côté usine. Maintenant, passons à l'autre face de la pièce, l'autre côté du paradoxe. On va parler du spectateur moral, de comment l'Occident s'est forgé une toute nouvelle identité, une identité post-industrielle. Pendant qu'on délocalisait les usines, l'Occident, lui, se réinventait complètement. Fini la production de choses physiques. La nouvelle identité économique, c'est l'immatériel. La finance, la tech, les services en tout genre. C'est ce qu'on aime appeler l'économie du savoir. En gros, une économie qui a, disons-le, délégué le sale boulot, le travail physique, à d'autres. Et c'est là que le puzzle prend tout son sens. Ce changement économique ne vient pas tout seul. Il s'accompagne d'une posture morale très forte. L'idée, c'est, puisqu'on ne produit plus des biens, on va produire des valeurs. Et l'émancipation des femmes, par exemple, devient un étendard, le symbole ultime de notre progrès, de notre supériorité. En fait, l'Occident finit par se percevoir exactement comme ça. Cette phrase, elle résume tout. Notre société de services représente le sommet du progrès moderne, un modèle d'évolution sociale. C'est une manière de dire que le travail de l'esprit, notre travail, est infiniment supérieur au travail des mains, celui qui se fait là-bas, dans les usines. Ok, on arrive maintenant au cœur du réacteur, le point central de toute cette analyse. On va connecter les deux, la morale et l'argent. Comment une posture morale, en apparence si noble, peut en fait cacher une dépendance bien réelle? L'idée, qui est assez dérangeante, est la suivante. Cette vision un peu condescendante qu'a l'Occident sur les sociétés de l'Est, qualifiée d'archaïques, n'est pas juste une opinion. En fait, elle servirait à un but économique bien précis et bien caché. Ce jugement moral ne serait pas du tout innocent. Alors, suivez bien le raisonnement, puisque c'est une chaîne logique assez dérangeante. Premièrement, l'Occident a un besoin vital de main-d'œuvre pas chère et surtout disciplinée. Deuxièmement, où la trouver? Eh bien, dans ces fameuses sociétés patrilinéaires de l'Est. Troisièmement, en même temps, pour se sentir bien dans ses baskets, il se construit une identité morale supérieure, basée sur des valeurs totalement opposées. Et enfin, quatrièmement, la conclusion, cette supériorité morale affichée est super pratique. Elle sert à justifier, ou en tout cas à masquer, le fait qu'on est complètement dépendant de ce système. Et visuellement, ça donne ça. Le fossé entre les paroles et les actes est spectaculaire. D'un côté, on a le discours moral sur l'égalité qui est tout là-haut, au sommet, et de l'autre, on voit la production industrielle chez nous qui s'est complètement effondrée, tandis que notre dépendance à l'industrie des autres, elle, a explosé. Le décalage est énorme. Allez, on termine avec ce qui est peut-être l'idée la plus forte de toute cette théorie, une sorte de miroir. Et si, au fond, toute cette organisation du monde, toute cette mondialisation n'était qu'un simple reflet de ce qui se passe à l'intérieur même de l'Occident? Le parallèle est vraiment frappant, regardez.
D'un côté, on a l'état interne de l'Occident, une économie de services, post-industrielle, avec une place plus importante des femmes. Et de l'autre côté, son rôle dans le monde, celui d'un spectateur qui commente, qui juge, qui donne des leçons de morale. C'est l'un qui reflète l'autre, c'est un miroir parfait. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Il y a 3 points vraiment cruciaux. Premièrement, que nos besoins économiques finissent souvent par dicter nos grands discours moraux. Deuxièmement, qu'un sentiment de supériorité culturelle peut très bien cacher une dépendance économique massive. Et enfin, troisièmement, que la façon dont on voit le reste du monde, c'est peut-être avant tout un miroir de nos propres changements et même de nos propres angoisses. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Une question qui, je crois, mérite qu'on y pense un peu. Est-ce que notre identité mondiale, celle qu'on projette aux autres, n'est pas au fond construite sur une contradiction qui nous arrange bien ?